Vous écoutez l'épisode 146 du podcast Mes trucs de prof dans lequel nous parlons de carnet de lecture. Cet épisode est la deuxième partie de l'épisode 145. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de mon échange avec Céline Retrouvé, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme de La Bande à Baudelaire, et nous parlions donc des carnets de lecture. Dans le premier épisode, nous avons défini ce que pouvait être un carnet de lecture. Nous avons vu que c'est un outil hybride et protéiforme, comme l'a décrit Céline, et que ce n'est pas un moyen de vérifier ou de valider la lecture ou la compréhension, mais c'est un outil qui viendra la soutenir. Et c'est surtout un outil qui permet de construire le parcours de lecteur et de lectrice des élèves. Donc c'est vraiment un espace d'expression qui va nécessiter d'être structuré par des activités diversifiées en utilisant différentes portes d'entrée, tout en laissant une part suffisante de créativité et d'autonomie aux élèves. Donc c'est vraiment quelque chose qui va devoir s'accompagner avec de l'ouverture et de la flexibilité. Et puis, le carnet de lecture, il doit également s'adapter aux différents profils de lecteurs et de lectrices que nous avons en face de nous. Et c'est sur ça que nous nous étions arrêtés à la fin du premier épisode. Si on essayait de balayer un peu quelques idées, toujours dans l'idée de ne pas être exhaustive, mais d'ouvrir le champ des possibles de ce qu'on peut mettre dans ce carnet de lecteur. La façon dont je pense le carnet de lecture, c'est différentes portes d'entrée à différents niveaux. C'est-à-dire que pour moi, il faut des petites, j'appelle ça restitution de lecture, des petites restitutions de lecture, c'est-à-dire on va passer par l'image, le mot-clé, comme on disait, dessine ton personnage, fais une illustration de la couverture. Voilà, tu l'as lu, la couverture te plaît pas, qu'est-ce que toi tu imagines, que mettrais-tu? Et en fait, si on réfléchit, un élève qui va venir dessiner des éléments de lecture sur la couverture, ça va bien me prouver à moi, si je suis dans ma posture de prof, que oui, il a lu le livre en fait. Je peux valider, parce qu'il y a quand même cette idée-là de se dire, c'est pas un outil de contrôle, mais c'est un outil où moi je peux voir, voilà, on peut être d'accord, on peut négocier, ok, j'ai vu, il me semble que tu l'as lu, je te fais confiance. Il y a aussi ce rapport-là, je te fais confiance, j'accepte ta restitution. Donc je pense qu'il faut des restitutions un peu protéiformes, qui soient courtes, qui soient variées, qui mettent en avant vraiment essentiellement le plaisir. Ça, c'est ultra important. Enfin, c'est vraiment le mot que j'emploie très, très régulièrement. Le plaisir de parler de quelque chose. Et ça peut être... Enfin, il faut que ce soit fun, quoi. Enfin, voilà, je vais le dire, il faut que ce soit... Je parlais d'outils pour les élèves, mais il faut que ce soit... Je vais le dire récréatif et ludique. Moi, je vois la lecture comme ça. Pour moi... la lecture et le partage autour de la lecture, c'est enthousiasme. Enfin, il faut que ce soit un enthousiasme. Il faut que... Moi, je suis la plus heureuse du monde quand j'ai un élève qui arrive « Madame, j'ai adoré votre livre !» et qui hurle comme ça dans la salle, tu vois, en brandissant le livre. Ça déborde, c'est explosif. Et c'est génial parce que, voilà. Alors oui, c'est pas cadré. Oui, ça part dans tous les sens. Il fait trop de bruit, ok. Mais c'est tellement fort. Donc, il faut que ce soit un outil où les élèves vont se dire « J'ai envie ». C'est chouette, c'est court, je me sens en sécurité. On ne me demande pas 12 pages recto verso. C'est modeste, c'est à ma mesure, je comprends. Et puis en même temps, il faut que ça puisse nourrir des élèves qui vont se dire « Ah, moi, je voudrais bien réfléchir un peu, creuser un peu le sujet. » Donc, il faut vraiment différents niveaux et différentes portes d'entrée. Et je pense que il faut rien s'interdire, en fait. Il faut avoir une espèce de palette comme ça,
où on se dit, si on le lance, le carnet de lecture, on se dit, je me détends, j'essaie, ça marche pas. Je propose des exercices, il y en a qui vont fonctionner, ça va super bien marcher, peut-être pas avec tous, mais ça, je suis claire là-dessus. Peut-être que ils vont pas fonctionner du tout, ça va être une catastrophe, mais bon, bah, c'est pas grave, on aura testé, on aura essayé. Et puis, il faut se dire, ah, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre ce que je leur demande, mais c'est pas grave. En général, plus c'est bizarre, plus ça marche, plus ils aiment. Et vraiment sortir de ce, mais comme tu disais tout à l'heure, titre, présentation de l'auteur et résumé, parce que pour moi, ça ne dit rien. Enfin, c'est pas d'intérêt. Donc, c'est compliqué parce que quand on n'est pas au clair avec ce que c'est que la lecture pour soi, pour les élèves, enfin, je veux dire, pour moi, se lancer dans un carnet de lecture, ça veut dire déjà questionner plein de choses, et puis se dire, je peux m'autoriser en tant qu'enseignant. Et pour les profs de lettres, c'est peut-être dur. Je pense que les profs de langue ont moins ces barrières, parce que quand je les vois fonctionner, moi, mes collègues de langue, je me dis toujours, oh, c'est génial ce qu'elles font, parce que je sais pas, c'est beaucoup plus ouvert, créatif. Et je pense que nous, en tant qu'enseignants de lettres, on est toujours un peu tenus de se dire, oh là là, il faut qu'ils aient lu ça, il faut qu'ils aient toute cette œuvre patrimoniale, voilà, toute cette culture littéraire, ils doivent l'avoir. Alors oui, ils doivent l'avoir, bien sûr, encore que... discuter, bref, mais oui, ils doivent avoir tout ça, mais ils vont pas le construire tout de suite, ça va pas tomber du ciel, il faut surtout pas que ça tombe du ciel parce que sinon c'est la catastrophe. Donc il faut accepter qu'il y ait plein de petites choses, et puis faut que ce soit un régal, un plaisir. Donc c'est compliqué parce que pour tout accepter, tout tenter, je faisais le rapport à la nourriture, mais comme les recettes tu te lances dans un gâteau et puis il est raté, mais c'est pas grave. Mais dans ce que tu dis, j'entends qu'il y a encore aussi dans ce domaine-là une nécessité de se détacher des injonctions, des doxas, de tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on se dit qu'il faut faire, etc., pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et puis, il y a cette idée dans ce carnet de se dire que tout est possible, de revenir à l'intention de départ. L'intention, a priori, dans ce carnet, c'est donc pas de valider les lectures, c'est pas un carnet de compréhension avec des questionnaires, c'est pas un carnet de résumé, c'est pas un carnet pour prouver qu'on a tout lu et tout compris. C'est un carnet pour construire son identité de lecteur, pour garder trace de ce qu'on a lu, pas lu, de ce qu'on a aimé, pas aimé. C'est un soutien aussi, un soutien au plaisir de lire, un soutien aussi pour faire des liens entre les choses, parce que ça peut être entre nos lectures ou entre nos vies et la lecture ou entre, voilà. Je trouve qu'il y a cette idée-là, ces intentions à clarifier, à garder en tête, de dire pourquoi on le fait. En quoi ce carnet de lecture, il est différent, comme tu l'as dit, de mon cahier de français, de mes évaluations, etc. Et c'est quand on aura posé un peu ces jalons-là, de dire c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, et c'est ça, qu'on pourra le dire aux élèves, qu'on pourra s'approprier et aider les élèves à s'approprier ce carnet de lecteur. Il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, c'est comment on intervient dans ce carnet de lecteur. Est-ce qu'on corrige, est-ce qu'on ne corrige pas, et est-ce qu'on intervient dedans ou pas? Est-ce que ça bride les élèves si on écrit, qu'est-ce qu'on fait de l'orthographe, etc. Bon, moi, j'ai ma petite idée, mais j'ai envie d'avoir la tienne avant de m'exprimer. C'est une super question parce que moi, je te disais dans ma pratique de carnet de lecture, carnet d'écrivain, là, tout un peu mélangé finalement, j'y étais très vite confrontée. Moi, je suis quand même très souvent tombée sur des élèves qui émettaient le souhait que je lise. Et puis tout de suite, il y avait cette question, c'est noté madame, vous allez corriger. Et les réactions étaient différentes quand je disais non, c'est pas noté, ou oui, c'est noté. Des fois, je me sentais obligée de dire oui, c'est noté parce que je sentais que c'était une attente. Il fallait je note pour que l'élève passe à l'écrit, en fait. Sinon, il n'y avait pas de jeu pour lui. Donc, c'est la difficulté aussi du carnet de lecture. C'est-à-dire, quand on arrive et qu'on on leur explique que c'est libre, c'est spontané, c'est enthousiasmant, c'est faites-vous plaisir, il peut aussi y avoir la dérive de dire non, du coup c'est pas noté. Ouais. Elle va même pas l'ouvrir. Non, mais attendez, pourquoi écrire rien que pour moi? J'ai autre chose à faire. Donc c'est vrai que c'est une vraie question et c'est compliqué. Moi j'avais trouvé un peu la
la parade, c'est-à-dire en disant parfois c'est noté, parfois c'est pas noté, parfois je vais lire, parfois je ne vais pas lire. Enfin, c'était vraiment, il fallait de la souplesse et de la flexibilité, comme tu disais, beaucoup de souplesse, en se disant aussi que quand même parfois moi j'ai envie, je vais pas dire contrôler parce que c'est pas vraiment contrôler, mais j'ai envie d'assurer. Oui, d'assurer une certaine mise au travail, et ça, en tant qu'enseignant, c'est normal, hein. On a aussi envie que nos élèves travaillent, on est là pour ça. Et j'avais besoin aussi parfois d'apprécier ce qu'ils me proposaient. Donc apprécier, ça veut dire évaluer, mais évaluer, ça veut pas forcément dire noter. Donc voilà, quand on dit il faut être ouvert, il faut être ouvert sur plein de choses en fait, avec ses propres pratiques et puis ses propres outils, par exemple le carnet de lecture. Et moi, ce que je proposais, c'est ce qui marchait très très bien. C'était par exemple le coup de cœur. Donc quand un élève, j'avais donné une consigne que je souhaitais la plus explicite possible, mais bon, parfois l'élève partait tout à fait ailleurs, et pour autant le texte qui était proposé était très bon. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je validais avec un petit sticker, je mettais un petit coup de cœur. Ça voulait dire j'ai lu ton texte. Tu rentrais pas dans le cadre de l'exercice, mais pour autant, c'était tout à fait valable. Ça m'a plu, j'ai bien aimé. Et ça marchait parfaitement. Et puis, il faut peut-être aussi avoir en tête que certains élèves voudront systématiquement que vous alliez lire, avec tout ce que ça implique derrière. Parce que si on pratique le carnet de lecture, ça veut dire une fréquence. Ça veut dire quand même des choses un peu régulières. Est-ce qu'on peut se permettre de ramasser 29 carnets de lecture toutes les semaines ? Ah non, ne le faites pas. Moi, je l'ai fait au début, évidemment. Je suis tombée dans cet écueil-là. Et je pense que il faut doser, il faut être flexible, il faut se laisser la possibilité de dire oui, parfois je vais noter. Et puis parfois, il y a des élèves, c'est aussi une récompense, la note. Enfin, quand il y a un superbe travail, ça leur fait plaisir d'avoir travaillé. Ils ont compris plein de choses, ils y ont passé du temps, ils se sont énormément investis. Moi, des fois, je me dis, mais je peux pas juste lui rendre et lui dire, c'est bien, je sens qu'il attend ça. Enfin, en plus, moi, je suis dans un système, dans mon établissement, c'est compliqué, on évalue par compétence et par note. Donc, la note, c'est aussi un peu ce regard du prof qui dit, tu as bien travaillé. Donc, faut vraiment être le plus souple possible. Ouais, je pense que, alors, du coup, sur l'histoire des corrections, il y a deux choses. Alors, sur ce que tu étais en train de dire, je me dis que j'entends, en fait, la question aussi de la motivation, un peu extrinsèque, du coup, nécessaire par le regard extérieur de l'enseignant. Et du coup, dans ces cas-là, je me dis qu'il faut juste avoir des critères un peu objectifs et clairs, comme pour toutes les évaluations, j'ai envie de dire, mais que ça ne devienne pas une note un peu au goût du prof, mais plutôt que, peut-être que là, si le cadre il est clair, je peux noter le fait que tu as effectivement, avec assiduité, par exemple, tenu ton carnet de lecteur, quelles compétences on évalue. Est-ce que c'est la capacité à restituer du coup ces lectures, et donc dans ces cas-là, quel que soit le format, oui, je valide que grâce à ton carnet de lecteur, tu as été en mesure de restituer tes lectures. On n'est pas forcément sur du quantitatif, on n'est pas forcément sur du sur l'orthographe, sur le contenu. On n'est pas en train d'évaluer la production d'écrit. C'est pas ce qu'on est en train de faire. Donc on va pas aller noter dans le carnet de lecteur la capacité à faire des phrases syntaxiquement correctes, à faire du lien, etc. Enfin, c'est pas ce qu'on est en train d'évaluer. Donc je pense que si on note pour cet objectif d'aider les élèves à se discipliner, à le faire et à s'engager, du coup, soyons clairs avec ce qu'on évalue. Voilà, évaluer le fait de l'avoir fait, d'avoir restitué ses lectures, que ça nous plaise ou pas, et d'avoir tenu le truc. Je trouve que ça, c'est important de pouvoir le dire. Et puis l'autre question, c'était sur les corrections, c'est justement sur l'orthographe, sur le contenu, etc. Moi, je crois que on peut avoir un regard dessus si l'élève est OK. J'ai tendance des fois, quand c'est pas le contexte, avec mes filles par exemple, quand elles m'écrivent un truc pour moi ou je leur demande est-ce que tu veux que je te corrige ou pas, pour pas est-ce que c'est le lieu quoi. Des fois elles m'écrivent un petit mot, ça m'a fait plaisir d'eux, et puis est-ce que c'est le moment où je lui dis non, ça c'est CA quoi. Enfin voilà. Donc du coup il peut y avoir cette idée de se dire on n'est pas là pour ça. Dis-moi si tu veux que je corrige ton orthographe ou pas, et puis on le fait pas en rouge, on le fait au crayon papier, on le fait au stylo bleu, parce que c'est pas ce qu'on est en train de faire à ce moment-là, on n'est pas sur de la grammaire, etc.
Et en même temps, c'est peut-être pas non plus obligatoire, quoi. Donc après, peut-être chacun le fait. Ça doit être, faut pas que ce soit au détriment. Si l'élève vient nous restituer sa lecture ou vient de faire un truc et que nous on est là, bon bah là t'as pas mis le S, ah bah là t'as pas mis le point, etc. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc il y a peut-être cette idée là sur la correction, en tout cas de se positionner. Et moi j'aurais envie de dire que c'est pas l'essentiel et que si on le fait, faut que ce soit fait de manière un peu discrète ou en tout cas en concertation avec l'élève. Moi, je te rejoins et du coup, je me rends compte, pour t'apporter un élément de réponse, c'est-à-dire que je pense que on disait au début, c'est leur objet, enfin, c'est leur outil, c'est leur objet. Ça va être un va-et-vient si on décide voilà, que c'est un objet de partage et de mutualisation. C'est un objet qui va faire le va-et-vient peut-être entre l'élève et l'enseignant. S'il y a plus de traces de l'enseignant dans le carnet de lecture que des traces de l'élève, il y a un problème. Ouais. Et en fait, le carnet, il y a que du rouge, que vos écrits, et qu'on ne voit que vous, c'est que ça fonctionne pas. Et je pense que l'une des solutions, alors moi je te disais la petite gommette c'est parfait parce qu'en plus c'est ultra motivant pour les élèves, ils adorent, enfin voilà. Et puis c'est peut-être juste une toute petite appréciation en bas, en étant clair, hein, c'est pas travail bien fait, tu as suivi la consigne, c'est j'ai aimé ton texte, enfin voilà, garder de l'échange plus que de l'évaluation à ce moment-là. Après, moi je suis prof aussi de français, donc je comprends 1000 fois les collègues qui disent oui, mais on est là aussi pour un certain respect de la langue et du code de l'écrit et l'orthographe, c'est important. Et ça, je l'entends parfaitement. Et en fait, comme tu disais, il faut des critères bien définis. Et ça peut être, au lieu d'aller barbouiller et faire saigner l'écrit de l'élève, ça peut être un petit papillon à côté, un petit, voilà, une petite fiche où vous avez défini vos critères, si vous avez choisi d'évaluer cette restitution, en disant j'ai soigné l'orthographe, et puis là on valide l'orthographe. On valide pas. Mais je te rejoins parfaitement, il y a des temps pour tout. Voilà, moi en rédaction, l'une des premières questions des élèves, ça va être l'orthographe, ça compte, madame? Alors on leur répond oui, toujours, mais pour autant, est-ce que je vais la noter là, maintenant, tout de suite, quand t'écris? Non. Non. Voilà. Et puis ça peut être fait dans un deuxième temps, c'est-à-dire que je trouve que on peut, que ce soit sur la rédaction pour le coup ou sur le carnet de lecture, on peut ne pas le traiter là sur l'écrit à ce moment-là, mais reprendre. On peut dire bon bah voilà, à un autre moment sur une séance de grammaire, sur une séance voilà, reprendre cet écrit-là en dehors du cahier pour l'utiliser. Ça a aussi du sens de faire ça, de se dire ben, j'ai relevé dans une rédaction telle situation qui revient beaucoup, etc. et de le reprendre, ou alors d'avoir une note à part en dehors et de se dire je suis capable de corriger mes écrits, et donc de dire ben voilà, dans un deuxième temps il pourrait y avoir un retour sur ce que tu as écrit, et là ce sera ça qui comptera, la capacité à te corriger. Donc tout à fait, mais on parlait, tu sais, de méta au début, et je te disais, pour moi, un élève, quand il lit, par exemple, il peut pas en même temps avoir cette position super. Enfin, voilà. Mais quand ils écrivent, c'est exactement pareil. Enfin, je veux dire, ou même toi, quand tu écris, enfin, tu as une maîtrise un peu experte, adulte de l'orthographe, encore que on n'est pas tous bons. C'est parce qu'on a automatisé des choses qu'on est capable de le faire en même temps. Parce qu'on a compris aussi l'intérêt de la relecture et ce que c'était qu'un travail de relecture qui se fait a posteriori. Et ça, les élèves, quand ils sont plongés dans la production de l'écrit, il faut être au clair avec les mots. Je produis, c'est-à-dire je délivre, je fais ce qu'on m'a demandé. Et quand il y a 40 consignes et qu'en plus on me demande de tout contrôler, l'orthographe et tout, c'est pas possible de le faire en même temps. Ouais. Ils ont beau être très compétents, nos élèves, il y a un moment, il y a un temps pour tout. Donc comme tu le dis, c'est accepter qu'on va revenir après coup sur l'orthographe, c'est accepter aussi que ce n'est peut-être pas l'essentiel. Vous leur avez demandé de rendre compte d'une lecture en passant par leurs émotions. Votre objectif, c'est pas de valider votre leçon sur le passé simple. Là. Donc voilà, quand je parlais de posture de franchise, d'honnêteté, c'est aussi par rapport à soi, par rapport à ses attentes. Et comme tu dis, ça peut être l'enjeu d'autres choses, d'autres séances, c'est encore plus intéressant. Et je pense que c'est l'un des écueils dans lequel il ne faut pas tomber, c'est-à-dire que si le carnet de lecture, il est verrouillé par « ah, puis en plus, je vais faire plein de fautes d'orthographe ». Ah, puis en plus, ça va être super long ce qu'elle me demande, mais jamais, jamais, jamais ils ne vont s'en emparer. Donc,
Voilà, je vais le redire, il faut se détendre par rapport aux injonctions. La lecture, c'est absolument pas une injonction, c'est une invitation. Et comme vous inviterez après l'élève à reprendre son texte. Et bien souvent, il le reprend. Hein. Il est bon, Bah oui. il corrige, voilà, il voit pas tout, mais c'est normal, il est élève. Hein. Ouais. Il est pas pour apprendre. Exactement. C'est logique. Il y a un mot que tu as dit tout à l'heure que j'ai noté, c'est échange. Quand tu disais d'éventuellement être dans l'échange et de mettre une petite phrase en bas de la page du carnet de lecture, pardon. Je trouve que ça, c'est aussi une piste ou une modalité qu'on peut mettre dans notre banque de ressources pour le carnet de lecture. C'est de pouvoir engager un dialogue avec les élèves, surtout quand ils ont du mal à entrer et que on peut questionner, poser des questions aux élèves dans leur carnet de lecture. J'ai bien aimé, etc. Bon, j'ai vu que tu avais bien aimé. Qu'est-ce que tu as aimé en particulier? Et d'engager un dialogue dans le carnet de lecture, c'est aussi une piste. On ne le fait pas à chaque fois, mais ça peut être intéressant d'avoir une question différente selon ce que l'élève a répondu pour l'inviter à aller un peu plus loin. Ouais, et puis du coup, quand on dit échange, c'est vaste aussi. Ça veut dire on travaille en équipe, échanger avec vos collègues documentalistes, échanger avec vos collègues profs de lettres et demandez-leur, bah tiens, toi, qu'est-ce que tu demandes, qu'est-ce que tu fais, parce que vous allez attraper plein de petites idées à gauche, à droite. Effectivement, là, ce que tu dis, on pourrait imaginer un objet où finalement ça devient une espèce de dialogue entre un peu dans l'intime. Ah ben, madame, en fait, voilà, moi j'ai bien aimé ça. Regardez, vous pouvez lire ça après si vous avez bien aimé aussi. Ça peut être super. C'est-à-dire que voilà, on va échanger, on va partager. Et pour moi, ça va de pair avec l'idée d'être dans une pratique visible de la lecture, parce que cet échange, il va se faire aussi de façon très informelle quand vous allez leur suggérer des livres, quand vous allez leur présenter les livres incontournables pour vous du CDI. C'est des trucs tout bêtes, mais vous arrivez en début d'année, vous leur dites « Alors moi, cet été, j'ai lu ça, c'était génial. » Hop, déjà, vous instaurez l'objet. Tu vois, on parlait de l'objet livre, on disait on a besoin de l'objet, mais en classe, nous, il est super important. Vous dites, là, en fait, ce que vous dites implicitement, c'est il a toute sa place dans ma salle de classe, je vais vous en parler toute l'année pour vous habituer maintenant. Et puis, en fait, c'est juste on en parle. Voilà, je vous oblige pas à les lire. Je vous dis, ils sont là, ils existent, je vous les propose. C'est une petite invitation. Et là, on est dans l'échange, on est dans la pratique et on va se rendre compte que finalement, ils vont dire, ah oui, je l'ai lu, moi, ma sœur, elle l'a. Donc, moi, prof, je me dis, tiens, il est à la maison déjà, celui-là, peut-être que... Et voilà, il faut être dans la spontanéité, dans l'enthousiasme. Faut accepter leurs réactions, leur rejet aussi, c'est intéressant. Un élève, enfin, voilà. Il y avait d'autres questions des auditeuristes et des internautes. Il y a quelqu'un qui m'a dit trop de chat GPT. Je pense que arrivé à ce terme de notre échange, il y a déjà une idée là-dessus. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire cette Par rapport à tout ce qu'on a dit, nous, dans notre projection du carnet de lecture, je dirais que la façon dont on le perçoit, c'est pas possible, puisqu'on a dit, on s'écarte du biographie de l'auteur et résumé de l'histoire. Effectivement, ChatGPT, il est super intelligent. Vous lui demandez un résumé de Germinal, il va vous le faire. Bon, il peut se tromper. Pour autant, si vous avez une autre forme, il va pas y arriver. Demandez-lui, par exemple. Alors, tu me demandais le contenu par rapport au carnet de lecture. En fait, dans les restitutions de lecture un peu ludiques, créatives, finalement, il y a plein de formes qui sont déjà connues, qui existent déjà. Je pense la lettre à l'auteur, la recette de cuisine. Tu vois, ça rend compte d'une lecture et c'est des formes un peu, c'est des structures, des matrices que tu peux déployer sur toutes les œuvres possibles. Vous demandez à ChatGPT de vous faire la recette de cuisine de Germinal, je suis pas sûre qu'il y arrive. Et donc, ça permet aussi, on est obligé de composer avec ça maintenant, ça permet aussi de répondre à ces nouvelles technologies qui parfois nous mettent un peu des bâtons dans les roues. Mais on est convaincu qu'effectivement, si vous demandez un résumé de l'œuvre, oui, ils vont aller sur ChatGPT. Logique. Hein. En parlant de nouvelles technologies, la question suivante, c'était quel support utiliser et est-ce que plutôt version papier ou plutôt numérique? Moi, je suis une inconditionnelle du papier ciseaux colle. Inconditionnelle des restitutions de lecture, tu sais, où t'as de la colle plein les mains, des paillettes partout, jusque dans les cheveux. Pour moi, la lecture, c'est
c'est physique, c'est palpable. Je suis convaincue voilà, que les livres audio, que les livres numériques, c'est absolument génial et il faut tous les supports possibles. J'aime quand les élèves viennent modeler un matériau, si tu veux. Et moi, j'aime bien dire que les restitutions de lecture, un peu ludiques, un peu originales, elles donnent corps à la lecture. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est je façonne quelque chose. Et par exemple, moi, je considère que le carnet de lecture doit être papier. Ça doit être un objet. Ça doit être un peu comme un journal intime, tu sais, qui est dans le sac. Et puis, ce sera un peu révélateur aussi. C'est-à-dire, si mon carnet de lecture, il est bien soigné, je comprends que c'est un objet précieux auquel je fais attention. Alors, si je l'ai pas ouvert, oui, il est bien soigné, hein, ça veut aussi dire quelque chose. Puis en même temps, s'il est corné, déchiré, parce que j'ai joué au foot avec, ça dit quelque chose de mon statut de lecteur ou de lectrice. Et puis s'il est corné, déchiré, parce que j'ai rempli toutes les pages et puis je l'ai tout le temps en main, ça dit quelque chose aussi. Donc je trouve que l'objet est important. Je pense que le numérique, c'est très bien. Moi, j'utilise plein d'outils numériques avec mes élèves. Mais ça demande quand même, il faut pas se leurrer, une logistique après, derrière, pour l'enseignement, un peu compliqué. Ça peut être un superbe outil quand vous en faites quelque chose de collectif, quand c'est un partage de pratiques de lecture pour une classe, par exemple. Je pense à un Padlet, tu vois, où chaque élève pourrait venir sous forme de petit onglet faire une restitution ou donner un avis. Mais un outil numérique individuel, ça semble un peu compliqué. Et puis moi, je trouve que viennent s'ajouter à ça les contraintes de fracture numérique aussi, d'accessibilité au numérique, entre les élèves, sur quoi on le fait, le fait de compléter. Et puis à moins d'avoir des applications ou d'avoir une tablette où tu peux faire avec ton stylet, etc. C'est quand même assez linéaire. Et du coup, ça restreint aussi les possibilités. Je trouve que ça ferme le champ des possibles. S'il faut juste tout taper, on enlève les illustrations, ou alors il faut les scanner, les photos, machin, bref. Ça rajoute de la complexité tout en fermant les possibilités. Donc, et en même temps, ça peut être une ouverture aussi, c'est-à-dire que il y a peut-être des élèves qui sont en situation de handicap, qui ont du mal à faire à utiliser le stylo, le papier, etc. Eux, ils vont le faire de manière numérique. On peut concilier les deux. Il y en a peut-être qui préfèrent écrire parce qu'ils n'aiment pas leur écriture, ils préfèrent écrire à l'ordi. Ils écrivent, ils impriment, ils collent. Tout est possible. Mais je te rejoins en tout cas sur la version papier. Et puis en plus, le fait d'écrire, de passer à l'écrit, on s'imprègne différemment des choses, quoi. Je trouve que le numérique, ça fait quand même un peu écran. C'est pas que ça fait écran, mais c'est un côté immatériel. Et moi, je trouve que la lecture, c'est profondément palpable. Et l'acte de lire, déjà, c'est un acte physique. Ton corps est au repos, ton corps est dans une espèce de veille. Il se passe un truc physiquement quand tu lis. Et ça, les élèves n'en ont peut-être pas conscience parce que c'est difficile à observer, mais t'as une espèce d'abandon du corps et tout se passe dans la tête. Et en fait, retourner dans une pratique où tu cliques, où tu mets des liens, ça me parle moins. Ça me parle moins. Je pense qu'en lycée, ça peut être ça peut être un enjeu intéressant pour construire quelque chose de collectif. Mais moi, j'aime bien dire la lecture, c'est du temps pour soi, c'est précieux, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Donc se projeter à l'écrit dans un carnet. Moi, j'adore les carnets. De toute façon, j'aime bien plein de trucs. Et je trouve que c'est une façon aussi de s'approprier, de prendre en main les choses. Et le physique est ultra important dans la lecture où tout se passe dans la tête. C'est assez intéressant. Et après, il y avait aussi la question du support. Je me dis que un collège, lycée où les élèves achètent leur matériel eux-mêmes, ça peut aussi être on peut aussi laisser le choix, plutôt petit, plutôt carnet, plutôt grand cahier, pourquoi pas. Ça peut être une ouverture. Après, en élémentaire, où souvent c'est plutôt les enseignants qui choisissent. J'aurais tendance peut-être à choisir un pas trop petit, mais pas trop grand non plus, histoire que ce soit pratique et facile à manipuler. Il y avait une autre question qui était sur à partir de quel âge? Quelqu'un qui demandait si c'était pas un peu trop tôt avec des élèves de CE1.
Moi, j'ai l'impression qu'on peut commencer un peu quand on veut, et justement parce que même en maternelle, enfin après on va adapter le format, on va adapter ce qu'on y met. Si on a l'intention, si on se dit que l'intention c'est de construire un rapport avec le livre, construire son identité et son parcours de lecteur, ben on peut édulcorer au début, mais avoir le petit dessin, la petite trace, juste choisir un mot, une façon d'apprécier sa lecture, etc. Mais que ça peut être fait très tôt finalement. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense que je vais même répondre aux deux questions, c'est-à-dire à partir de quel âge et quel support et quelle forme. Quand on réfléchit, on lit une histoire à un enfant de 3 ans. Je ne pense pas qu'ils soient en capacité de tenir un carnet de lecture à cet âge, mais bon, pourquoi pas, disons que. Et on lui lit une histoire. Et on lui demande, tu as aimé, ça t'a plu? Il répond oui. Mais il a rendu compte de sa lecture, à son niveau. Voilà, à sa portée, mais il a restitué quelque chose. Et moi, je pense qu'en maternelle, par exemple, pour le voir autour de moi dans les pratiques de professeurs des écoles, que ce soit dans mon académie ou sur les réseaux, ou enfin voilà, on a des portes ouvertes sur les classes des collègues, mais c'est d'une richesse incroyable. Je pense que les professeurs des écoles, limite, ils n'ont pas besoin de nous pour travailler les restitutions de lecture avec leurs élèves, parce qu'ils sont d'une créativité, c'est absolument merveilleux, et le secondaire a beaucoup à prendre chez les professeurs des écoles et à apprendre d'eux. Mais par exemple, en maternelle, vous avez lu un texte avec votre classe, vous leur demandez un échange oral ou ben voilà, je vous propose. Alors j'ai pas la prétention de dire en maternelle on peut faire ça, il faut faire ça, parce que j'ai pas le public donc et pas les compétences, donc je pourrais pas me substituer aux collègues. Mais moi j'imagine me dire, vous leur demandez de rendre compte d'une lecture par une couleur ou par un modelage, par une maquette. Ça marche à tous les niveaux. Oui. Et pour le voir, parce que dans mon académie, il y a un projet de lecture et d'écriture, et l'objectif à la fin, c'est de rendre compte de sa lecture sous une forme, on va dire, spontanée, voilà, tout ce que vous voulez. Les collègues nous proposent des maquettes, nous proposent des choses merveilleuses. Ils créent des jeux à partir des livres. Et ça, en fait, on est dans la restitution de lecture. Oui. C'est des choses qui se font en école primaire. Créer un jeu, créer une maquette, créer une sculpture. Ouais. Voilà, ça peut être une œuvre collective aussi en école. Il y a plein de possibilités. Ouais, mais parce que de toute façon, si on peut tout imaginer. Et là, tu vois, tu parlais, je me disais, en maternelle, ça pourrait être, on pourrait avoir un truc collectif, on pourrait avoir un truc qui serait peut-être pas sous format carnet, mais peut-être d'affichage, où chacun viendrait s'exprimer sur les œuvres lues. On peut aussi avoir juste une petite restitution en dictée à l'adulte, c'est-à-dire que voilà, c'est l'enseignant qui prend en charge la rédaction de la restitution de l'élève. Donc tout est possible, à condition que nous, en tant qu'enseignants, on ait une intention claire et précise. Ensuite, on pourra trouver les modalités adaptées à nos élèves petits lecteurs, à nos élèves qui n'écrivent pas encore, mais toujours en restant connecté en fait à cette intention et qu'est-ce que c'est que cet objet et pourquoi je l'utilise. Et ça fait le lien avec une autre des questions qui disait, enfin une remarque qui disait difficile de le gérer sur le long terme et les difficultés des élèves pour l'investir, à laquelle on a répondu depuis le début de l'épisode, mais justement de se dire si on accompagne ça, si on laisse ouvert les possibilités, on va réussir à trouver en fait ce qui fonctionne en fonction de l'âge de nos élèves, en fonction de leur capacité de restitution à l'écrit ou pas, etc. Oui, puis c'est un signal. Dès que, comme je disais, moi dans ma pratique personnelle, dès que ça devient pénible pour moi de le remplir, c'est que j'ai pas le temps, je suis pas disponible, je suis prise par autre chose. Donc ça veut dire aussi, j'accepte que là, je peux le mettre de côté. Moi, je pense que y a des périodes dans l'année, quand on est prof, qu'on a bien identifié. Quand vous avez une classe de 3e et que vous êtes au mois de juin, là, vous allez peut-être vous dire, oui, le carnet de lecture, on va peut-être arrêter à ce moment-là parce qu'on a les objectifs du brevet, enfin voilà, ou les temps un peu où on a la tête sous l'eau dans les réunions parents-prof. Enfin, faut aussi, nous, une disponibilité pour gérer cet outil. Mais c'est intéressant, en tout cas, de se dire qu'il est à gérer, qu'il ne doit pas être laissé. On l'a déjà dit un peu en filigrane, mais de le reformuler là, de dire ce carnet, ça s'accompagne. Donc, il faut aussi créer des temps en classe pour ça. On ne peut pas juste attendre que ce soit fait spontanément et à la maison. Donc, du coup, il y a cette idée de cadre, d'intention, de clarifier ce qu'on peut y mettre, comment structurer tout ça et d'apporter
d'accompagner sa mise en place en proposant des temps qui sont dédiés, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Je crois qu'on a pas mal fait le tour. J'ai l'impression que ça fait bien 1h30 qu'on est en train de parler. Oui, tout à fait. Donc bon, évidemment, on n'a pas tout dit. On pourrait dire encore plein d'autres choses. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir concrétiser mon carnet de lecture rêvé. C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on a évoqué là, j'ai eu la chance de pouvoir lui donner corps justement et de pouvoir proposer un outil à une maison d'édition qui a accepté de me suivre avec voilà, enthousiasme. Enfin, j'ai été la plus chanceuse possible parce qu'ils ont dit oui à tout. Je suis arrivée avec un truc en me disant voilà, une maison d'édition parascolaire, je vais leur dire on va faire des restitutions de lecture sous cette forme, ils vont me dire mais non, c'est pas possible. Et en fait, si, je pense que tout le monde a compris maintenant les enjeux du carnet de lecture, tout le monde a compris ce que c'était que qu'être lecteur dans notre société, un lecteur, une lectrice en construction. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir éditer cette année un carnet de lecture qui, voilà, j'aime pas trop, ça fait un peu prétentieux, mais où on a essayé d'injecter tout ce qu'on a dit là, on a essayé de le mettre, c'est-à-dire un outil qui parle à tous les élèves, lecteurs, non lecteurs, quelque chose qui soit enthousiasmant, qui soit créatif, beau, c'est un bel objet, c'est pour eux, c'est pour alimenter, nourrir et construire leur plaisir de lire. Et puis c'est quelque chose qui est censé les accompagner aussi sur le long terme, c'est-à-dire en se disant, voilà, vous pouvez proposer à vos élèves de le remplir dès la 6e jusqu'à la 3e. Ça peut être sur tout leur parcours de collège. Ça peut être aussi sur 1 an. Et l'idée, c'est vraiment de proposer des fiches de restitution où il y en a pour tous les goûts, en fait. Pour tous les goûts, en se disant c'est adaptable à toutes les œuvres. Donc, on n'est pas du tout dans le résume l'histoire. On est dans le quelque chose de voilà de créatif et de ludique. On passe par l'image, on passe par le dessin, le mot-clé, en quelques phrases, en quelques lignes. Et je trouve ça chouette d'avoir pu concrétiser ce projet. Et moi, j'ai hâte qu'il arrive entre les mains de mes élèves parce que je pense que ceux qui m'ont eu les années précédentes, ils vont dire « On l'a déjà vu ça, madame, vous l'avez faire quand même !» Et voilà, je trouve ça absolument fabuleux de se dire la lecture est un plaisir dans les salles de classe. Et du coup, comment il se présente? Enfin, est-ce que tu peux nous permettre de visualiser ou d'imaginer un peu Oui. Donc, c'est un carnet qu'on a pensé en 4 parties. Et là, les auditeurs et les auditrices vont peut-être se dire, mais en fait, elle a dit des choses et là, j'ai l'impression qu'elle a un peu fait l'inverse. Donc, je vais être très, très claire. C'est un carnet qu'on a pensé en 4 parties. Tu as une espèce de partie qui est pas une partie diagnostique, parce que j'aime pas du tout le terme, mais qui est une première partie qui permet de faire la rencontre de ces élèves à travers leur statut de lecteur ou de lectrice, avec cette franchise et cette honnêteté de dire il y en a évidemment qui ne le sont pas. Donc moi je me suis dit en début d'année, j'ai pensé à ma pratique et à tout ce qui me manquait en fait. Et je me suis dit en début d'année, moi en tant que prof de français, je suis dans le rush de septembre, j'ai besoin de savoir en gros qui lit pas quoi. C'est un peu ça. Qui aussi a des difficultés de lecture. Et donc moi, une première partie où je voulais que voilà, on pose un peu les bases avec franchise en se disant tu es lecteur, c'est parfait, t'es pas lecteur, c'est pas grave, ça ne me pose pas de soucis. Et donc il y a des quiz, il y a des petits outils qui vont permettre de tout de suite de donner des petites informations aux profs. Je lis à telle fréquence, moins de 10 minutes, je lis 1 heure, je lis 2 heures, je lis 15 minutes, je lis jamais. Mais moi, ça me va de dire je lis jamais. J'ai des mots-clés, par exemple. On t'évoque la lecture, ça t'évoque la leçon, l'école, l'apprentissage. Bon, bah, ça veut dire que toi, la lecture plaisir, c'est pas trop, il n'y a pas trop accès pour l'instant, on va le travailler. On est dans un mode de fonctionnement scolaire où en septembre, nous, on a besoin de ces éléments-là, quoi. Moi, j'ai besoin de savoir si les élèves, je peux les emmener tout de suite dans la lecture ou si j'ai besoin de construire et de poser des jalons avant. Je me permets juste de te couper parce que c'est intéressant pour toi en tant que professeur, mais je trouve que c'est pas souvent fait aussi pour l'élève. Donc même pour lui, on parlait de posture méta tout à l'heure, c'est aussi une façon de se questionner sur ce qui je suis en tant que lecteur ou lectrice et qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je fais, comment je lis, etc. Donc oui.
Et moi, je trouvais ça hyper important que les non-lecteurs aient leur place. C'est-à-dire, je voulais absolument que le jamais figure, le je ne lis pas figure, le je n'aime pas ça figure. Parce que ils ont le droit, en fait. Et ils ont le droit de le dire. Et souvent, les élèves se l'interdisent parce qu'ils se disent, en face de moi, j'ai une prof de français, si je dis que j'aime pas lire et que j'aime pas les livres, notre première rencontre en début d'année va mal se passer. Donc voilà, il fallait autoriser cette identité-là aussi, puisqu'on est, comme on le disait, dans la construction d'un parcours et d'une identité. Et puis, voilà, moi je voulais quelque chose de fun, quoi. Faut que les gamins ils aient plaisir à faire le petit quiz. Donc c'est une première étape qui me semblait une première mise en bouche assez ludique. Ensuite, il y a toute une partie que moi j'ai appelée des fiches de restitution. Et là, on est un peu dans le traditionnel du pas traditionnel, si tu veux. C'est-à-dire que ce sont des fiches qui permettent de rendre compte d'une lecture. C'est des outils qu'on connaît. Par exemple, c'est la lettre à l'auteur, à l'autrice. Il y a une petite fiche qui est très sympa. C'est le portrait chinois du personnage. Mets-toi à la place d'un des personnages du livre et fais son portrait chinois. Ça, ChatGPT vous le fera pas. Et quand on y réfléchit, c'est quand même assez compliqué. C'est un vrai exercice. Donc c'est pour ça que je parlais d'exercice de lecture. Et tu peux le faire avec n'importe quel livre. Tu peux le faire avec une BD, tu peux le faire avec une fable de La Fontaine si tu veux. Donc on a vraiment pensé des fiches qui étaient comme ça, variées, sympas, avec des consignes très très claires, réduites aussi parce que je parlais de la présence du prof dans le carnet. La présence de l'appareillage, elle est à penser aussi. C'est-à-dire s'il y a plus de consignes que de matériel. Que de place pour écrire ou de... Il y a un problème. Et puis donc, voilà, c'est très varié, mais tu vois, ça peut être par exemple, fait le dessin du personnage principal, rempli. Il y a, je crois, 49 fiches. Hein, donc de mémoire, il faut que je me rappelle de tout. Oui. On a une fiche, c'est des bocaux à souhait, tu sais, les pots à vœux, là, moi, que j'aime beaucoup. On en a mis sur une page, on se dit, voilà, ton personnage, il y a un moment où il fait des vœux, qu'est-ce qu'il souhaiterait? Et en fait, ça demande de se projeter dans la lecture et de se dire, oui, là, à ce moment-là, peut-être que Harry Potter, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, il aurait voulu que... Et donc, en fait, l'élève, il y a un exercice de français derrière, et ça, je trouvais ça important, parce qu'il faut rassurer les collègues. Voilà. Faut se détendre, faut être enthousiasmant et créatif, ok. Mais aussi, les collègues, ils ont besoin, comme on disait tout à l'heure avec l'orthographe, non, moi je veux qu'il y ait un travail de français et ça s'entend. Donc, c'est un mélange des deux. Il y a des critères de réussite qui sont très français. Voilà, tu utilises le conditionnel présent, par exemple. Et puis en même temps, il y a la liberté créative, il y a ce mode d'expression qui est ouvert, dont l'élève peut se saisir. Et donc, c'est complexe. Comme je dis depuis le début, c'était quelque chose de complexe à penser. Donc, tu as réussi quand même à mettre des petits exercices qui sont, du coup, un soutien à la compréhension, parce que là, quand tu es en train de parler des petits bocaux, des vœux, etc., là, on est tout à fait dans aller chercher, remplir les blancs du texte, aller chercher les intentions des personnages, les pensées des personnages, etc. Et donc, du coup, ça va faire appel à la compréhension de l'implicite, à l'empathie vis-à-vis des personnages, etc., tout en restant quelque chose de ludique sous un format ludique. Donc ça, c'est chouette. Donc, tu as parlé de 4 parties. Donc, j'ai noté la partie diagnostic, la partie restitution. Les 2 autres parties, quelles sont-elles? Il y a une partie bilan, parce que ça me semblait quand même intéressant de dire on construit une identité. Donc là, c'est le côté un peu méta, si tu veux. Mais moi, comme je disais, je ne voulais pas d'un outil de traçage. Je veux pas, je pointe, j'ai lu tant d'heures, tant de minutes. Donc, il y a une côté un peu bilan de mes lectures, ce que ça m'a apporté, ce que j'ai compris, ce qu'il en est devenu, ce que j'ai aimé. Et puis, on va retrouver aussi une partie dans la dernière partie qui est une partie de méthode. Parce que, comme on dit, pour parler de ces lectures, c'est bête, mais il faut du vocabulaire, il faut des mots de liaison, il faut... elle me demande d'écrire une recette de cuisine. Oui, mais c'est quoi les ustensiles? Comment on écrit ustensiles déjà? Donc, on a essayé d'aider un petit peu, parce que l'idée, c'est pas non plus d'en faire un cahier de français ou de grammaire. Donc, on a essayé d'appareiller un petit peu avec quelques fiches bilan pour que l'élève puisse... pour que l'élève puisse être autonome dans sa pratique, en fait. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose
que le collègue va pouvoir lui aussi investir. Donc, on a proposé avec le carnet de lecture, il y a un carnet prof. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure, les collègues vont peut-être se crisper et se dire « Ah, mais elle nous a dit qu'elle évaluait pas ». Mais en fait, moi, je pense aussi aux collègues qui ont besoin d'évaluer et qui se disent moi, je veux évaluer les restitutions de mes lectures. Donc, on a essayé de faire quelque chose où chacune pourrait trouver sa place. C'est-à-dire que chaque fiche est accompagnée d'une petite fiche évaluation avec des critères de réussite en disant ce travail-là, vous voulez le noter, vous pouvez. Voilà, il y a le petit. Vous pouvez mettre une note si vous voulez. Vous voulez pas le noter, mais c'est pas grave. Vous imprimez pas les grilles, vous les donnez pas. Je trouve que c'est quand même hyper cohérent avec ce que tu as dit depuis le début de l'épisode, parce qu'en fait, notre idée, c'était d'ouvrir le champ des possibles et pas de fermer. Si on veut, on peut. Si on veut le faire comme ça, on peut. Donc, et en même temps, d'être clair avec le cadre et avec l'intention. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est évalué, oui, mais il y a des critères. C'est pas évalué, voilà. Et du coup, je trouve que ce que tu proposes là, j'ai hâte de le feuilleter, en tout cas, parce que on retrouve un peu tous les éléments dont on a parlé. Je pense que la contrainte éditoriale, elle est aussi compliquée de réussir à mettre quelque chose de si hybride et si ouvert et si flexible dans finalement un guide en laissant la place à l'élève, enfin un guide, un petit carnet déjà un peu préformé, tout en laissant de les libertés et de la place à l'élève, mais ça va être super guidant aussi pour les enseignants, assez structurant et en même temps, j'imagine assez ludique et récréatif suffisamment pour que ça motive les élèves. Oui, et puis je te disais, moi, je suis partie de ma pratique et ce qui m'avait posé problème, c'était de refaire tous mes petits exercices de lecture finalement, en me disant, mais je les refais, mais en fait, je change juste le nom du personnage, le titre du livre. C'est bien que mon exercice, il s'adapte à tout. Donc là, l'idée, c'est de dire, il y a tout au même endroit. C'est clé en main. Alors même si l'expression clé en main, voilà, elle est peut-être un peu galvaudée, on met un peu ce qu'on veut derrière, mais l'idée de dire, c'est, moi, j'aime bien quand la lecture, c'est un plaisir. Donc il faut venir simplifier tout ça. Il faut venir simplifier l'approche qu'on en a. Donc là, l'outil, le carnet de lecture élèves, puisque l'objectif, c'est d'en équiper une classe, c'est de faire en sorte que chacun de vos élèves ait son petit carnet de lecture pour que ce soit son objet à soi, qu'on amène sur des temps de classe, qu'on transporte au CDI, parce que je l'ai pas dit, mais évidemment, on a pensé l'objet en lien avec le CDI, et je voulais que qu'on puisse investir le CDI aussi avec le carnet, ça me semblait fondamental. Donc avec des petites missions à mener avec la professeure documentaliste, des petits trucs comme ça, un objet de partage en fait. Et ça me semble important que ça puisse être un petit objet à soi qu'on transporte, qui fait le lien entre la maison, le collège. Je peux le remplir en études aussi. Donc il faut être à la fois à l'aise avec les consignes. Donc on a essayé de faire des petites choses où vraiment on s'adressait à l'élève et de se débarrasser un petit peu. Tu parlais des contraintes éditoriales, mais là ils ont été géniaux puisque en fait, ils ont compris que moi j'étais un peu détendue quand même. Il y aurait peut-être pas tout le jargon un peu comme ça. Et donc on parle très simplement à l'élève parce que l'objectif c'est de lui dire t'as lu un livre, parle-moi quoi. Enfin c'est avec tes mots, avec tes phrases. Donc je vais pas te faire une consigne de 14 km avec 4 mots que tu vas pas comprendre parce que on n'est pas là pour ça. Je pense vraiment que c'est un objet dans lequel les élèves tout de suite, ils vont se dire « Ah, c'est cool !» Et moi, j'adore quand c'est cool, et que tu as envie, et que... il faut de tout, quoi. Il faut être à un moment, être très sérieux et se dire « Ah bah alors là, Émile Zola, il a voulu dire que... » Puis à un moment, il faut se dire « J'ai lu cette BD, madame, elle est géniale !» C'est ça, le cours de français, en fait. Bon, écoute, Céline, merci pour tout ce temps. Je pense que ça va faire 2 épisodes au final, parce que... Moi, je t'avais dit, je suis bavarde. Et puis, comme je le suis aussi... Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui voudraient te suivre? Eh bien, il y a un blog, donc c'est tout simplement La Bande à Baudelaire, c'est le nom de mon pseudo. Donc sur le blog, je partage des restitutions de lectures originales et créatives. Il y a aussi plein de suggestions de livres, parce que je suis une passionnée de littérature jeunesse, donc vous retrouverez plein de trucs là-dessus aussi qui peuvent servir à vos classes et nourrir votre pratique. Et sur Instagram aussi, pareil, le petit pseudo, La Bande à Baudelaire. Eh bien, merci beaucoup. Au plaisir d'échanger à nouveau sur un autre sujet. Eh bien, avec plaisir. Réserve 3-4 heures. Et devant toi. Avec plaisir, oui. Merci beaucoup de m'avoir proposé cet épisode sur la lecture, parce que c'est vraiment quelque chose qui
me passionne. Et voilà, c'était un vrai plaisir d'échanger et de constater que, en plus, on a le même ressenti par rapport à la lecture, par rapport aux élèves ou aux enfants. Donc c'est vraiment chouette. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.